Salut les paléo-enthousiastes, et oui, c'est moi l'Anarchosaure, enfin de retour. Je vais pas m'étendre trop longtemps sur ma longue absence, disons que les choses ont été mouvementées depuis le... 3 février 2022. Ah ouais, plus de 2 ans et demi. Je vais pas vous faire un long monologue, j'ai beaucoup manqué de temps en 2022, couplé à des soucis d'inspiration, on était vite en 2023. Et puis avec la naissance de mon fils, le temps a disparu. Un peu comme pendant le confinement. Un moment c'était 2022, le lendemain, pouf, on est presque en 2024. 25. Allez, on enchaîne. Donc, pour rester dans le thème de ma dernière vidéo, on va parler d'une exposition que j'ai eu l'occasion de voir le 20 novembre, le jour de son ouverture. C'était super bien, en plus il n'y avait presque personne, on avait l'expo pour nous, c'était génial. J'ai même eu la chance de croiser Ben Abarbe de Nota Bene qui couvrait aussi l'événement dans les trucs fun. Cette expo, c'est la continuation de la série que le Muséum d'Histoire Naturelle a commencé en 2019, leur Envoi d'illumination. J'ai eu l'occasion de voir la première quand elle était sortie, animée en voie d'illumination, et j'avais également couvert la suivante, évolution en voie d'illumination sur la chaîne. On s'attaque maintenant à Jurassic en voie d'illumination, qui vient de sortir, donc c'est le moment idéal pour en parler. Pour faire une présentation rapide, l'exposition se passe de nuit, et elle est constituée de maquettes éclairées de l'intérieur qui représentent de la faune ou de la flore, avec l'intention de reconstituer des portions d'écosystèmes, ou en tout cas d'associer des espèces qui vivent dans le même écosystème. Le thème de l'exposition de cette année est le Jurassique, et elle est aussi bien que les années précédentes. Ce que je vous propose de faire donc, c'est de passer en revue quelques-uns de mes points préférés de l'exposition en mode top 5, en espérant que ça vous donne envie d'aller la voir. C'est ouvert jusqu'au 19 janvier, donc il vous reste encore le temps. Petit message avant d'aller plus loin, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est faite de ma propre initiative, parce que j'adore leur série d'expositions en voie d'illumination, et la galerie de paléontologie est le meilleur endroit de l'univers. Allez, c'est parti. L'exposition commence par une plongée dans les océans du Jurassique, avec une progression dans les époques géologiques au fur et à mesure que l'on avance. On commence donc, logiquement, par le Jurassique inférieur. Parmi tous les superbes animaux qui sont exposés, j'ai décidé de m'arrêter sur le Romaléosaure. Je n'en avais pas vraiment entendu parler avant, puisqu'on met plus souvent en lumière d'autres membres de Plesiosauria, comme Elasmosaure ou Chronosaurus, possiblement le plus gros animal de cet ordre. Mais ce sont tous deux des animaux du Crétacé, puisque, comme toujours, le Crétacé reste la période la plus couverte médiatiquement. Et en choisissant de représenter le Jurassique, on sent très vite que l'exposition a choisi de mettre à l'honneur des animaux moins connus. Choisir par exemple Romaleosaurus, qui est possiblement un plésiosaure basal, est un indicateur clair de cette volonté. Pour le présenter, Romaleosaurus est un animal retrouvé en Angleterre dans le Yorkshire. Avec une longueur comprise entre 5 et 7 mètres de long, il se place dans la moyenne haute de son ordre si l'on compare aux animaux plus tardifs. Vu l'emplacement de sa découverte, il a parcouru ce qui à l'époque était la mer de Thétis entre -208 et -174 millions d'années, chassant des ichthyosaures et autres céphalopodes comme les ammonites. Sa maquette n'est pas loin de la taille réelle de l'animal, qui la rend déjà visible vu les dimensions, et en plus, elle fait partie de celles qui sont animées, ce qui la rend encore plus remarquable. L'animation représente la méthode de nage des reptiles marins, ce qu'on appelle le vol subaquatique. Et moi je trouve que ça marche très bien. C'est bête, mais les maquettes animées marchent toujours pour moi. Je suis un public facile, il faut croire. En termes de couleurs, l'exposition se fait plaisir, donc je ne vais pas trop commenter dessus. Je noterai cela dit que la maquette représente la coloration classique des animaux marins, foncé sur le dos et clair sur le ventre, ce qui est une hypothèse assez répandue dans le paléo-art et qui se base sur des observations de la faune marine actuelle. Pour un prédateur, passer inaperçu jusqu'à la dernière seconde avant de frapper, c'est indispensable pour assurer la capture de sa proie. En pleine mer, il n'y a pas grand chose derrière quoi se cacher, donc la meilleure solution est d'essayer autant que possible de ne pas se détacher du reste de l'eau autour. Ainsi, si l'animal est vu par une proie au-dessus de lui, elle aura du mal à discerner le dos sombre des profondeurs. A l'inverse, vu du dessous, si le ventre est clair, il se détachera moins de la surface de l'eau qui est lumineuse. Globalement, une excellente maquette qui a été reproduite plusieurs fois pour notre plus grand plaisir. En tout cas le mien, j'adore les reptiles marins.
continuer avec une maquette assez inattendue et qui m'a bluffé tant son concept est génial. Ce n'est pas tant l'animal représenté qui est original, puisqu'il y a des dizaines d'ichthyosaures dans l'exposition, notamment des Stenopterygius et Ophthalmosaurus, mais l'idée de montrer un ichthyosaure enceint ou gravide, je trouve ça vraiment top. Je n'ai pas réussi à déterminer de quel animal il s'agissait, la maquette ne ressemblant ni aux Stenopterygius ni aux Ophthalmosaurus. J'imagine donc qu'il s'agit d'un ichthyosaure générique. Après tout, un grand nombre de fossiles d'ichthyosaures d'espèces variées ont été retrouvés, incluant des embryons. Mon hypothèse, ou plutôt mon headcanon, est qu'il s'inspire du fossile retrouvé en 2022 dans le glacier de Tyndall au Chili. Ce fossile avait fait grand bruit à l'époque du fait qu'il est très complet, ce qui est toujours super rare pour un fossile. L'autre possibilité est qu'il s'agit d'une ode à tous les fossiles trouvés de femelles ichthyosaures enceintes. Je sais pas. Dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié l'idée, autant que la réalisation. Les ichthyosaures ne sont pas des animaux célèbres et les mettre en valeur est toujours une bonne chose. J'ai trouvé que la lumière sur les embryons et l'espèce de découpe de fenêtres sur le placenta était très efficace et ça rend l'ensemble super mémorable. Le panneau est aussi très bien fait, il explicite les faits, les marquant de manière simple et efficace. Ils n'ont pas oublié de dire que les ichthyosaures sont vivipares, ce qui pour moi amène toujours un contraste super intéressant avec le fait que leur aspect est très proche des poissons pour un lézard marin. Après, ils ressemblent aussi beaucoup à des dauphins, donc c'est peut-être un point de vue personnel. Les petits étaient donc mis au monde dans l'eau et devaient nager dès leur naissance. Comme pour les requins ou autres animaux marins, cela se fait dans une nurserie, un endroit choisi par des générations après générations d'ichthyosaures pour sa sécurité et son absence de prédateurs. Pour résumer, une super maquette qui met en avant des faits peu connus, donc double pouce vers le haut. Une excellente surprise aussi, l'exposition comptait plusieurs maquettes de mammifères. Alors, on est tous d'accord, du Trias au Crétacé, c'est pas notre période, clairement. Les dinosaures ont mis le paquet et ont réussi à s'accaparer à peu près toutes les niches écologiques partout sur Terre. Compliqué alors de trouver une place autre qu'un petit trou dans les niches, en espérant ne pas être trop visible des gros lézards terribles. L'exposition nous montre plusieurs espèces de mammaliformes, comme par exemple Docophosor, un animal trouvé en Chine et qui ressemble beaucoup à une taupe, ou encore Castorocoda lustrasimilis, dont le nom signifie littéralement « queue de castor similaire à une loutre ». Un nom extraordinaire, je pense qu'on peut tous en convenir. Mais parlons de mes petits favoris de cette expo, la maquette des petits mammifères arboricoles. Cette maquette nous montre 3 espèces. Chensului, Myopatagium furculiferum et Agilodocodonte scansorius. Tous 3 viennent de Chine, ce qui me permet de souligner un point que j'ai beaucoup aimé avec cette exposition, les animaux présentés viennent de tous les continents. Dans l'idée de montrer plein d'espèces, et surtout des peu connues, j'ai vraiment apprécié cette volonté de couvrir le monde entier et pas juste l'Europe ou l'Amérique du Nord. En plus, les mammifères sont assez peu souvent mis en avant, tant il y a à montrer rien qu'avec les dinosaures. C'était donc super sympa de voir des ancêtres lointains. On attaque le haut de la liste, la crème de la crème, et une des 2 plus incroyables maquettes, y a pas de doute. Située à la fin de l'exposition, elle partage l'enclos de la statue de Stégosaure, qui je trouve qu'il est quand même pas mal dans le style Charles R. Knight. Je veux dire, regardez cette statue de Knight et la statue de la galerie de paléontologie. Bon, apparemment, la statue daterait de 1981, donc c'est pas une copie directe ou un travail fait par l'artiste pour la galerie, mais je trouve quand même que l'inspiration est plutôt flagrante. Du coup, la pauvre statue d'habitude plutôt impressionnante en perd de sa superbe tant le Thuriasaure la surpasse de plusieurs mètres. Ce sauropode découvert en Espagne et au Portugal vivait il y a 140 à 150 millions d'années. Cette maquette fait référence à une découverte en France récente de 2 fémurs appartenant à un Thuriasaure dont l'espèce n'est pas encore formellement identifiée. En tant qu'animal, ces sauropodes étaient absolument immenses, mais encore loin de ce que le groupe saura produire par la suite. À 25 mètres de long, le véritable animal était probablement encore plus difficile à ignorer que sa maquette. J'ai pas essayé de mesurer sa longueur, mais la maquette est vraiment impressionnante et son échelle ne doit pas être loin de 1 pour 1. Vous avez d'ailleurs la silhouette de ma femme sur cette photo.
pour vous donner une idée de la taille du sujet. Une sacrée réalisation technique. On y est, le top 1, la maquette qui éclipse toutes les autres. Vu sa position dans l'expo, au milieu de l'allée principale du jardin des plantes, c'est clairement la pièce centrale. Il s'agit d'un Dacosaurus sortant hors de l'eau pour attraper un ptérosaure au vol dans une posture inspirée par le mosasaure de Jurassic World. Et juste, regardez-moi cette composition. Alors sur la photo, je n'ai personne pour donner l'échelle, mais vous pouvez partir sur une maquette d'une hauteur de facilement 6 à 8 mètres. J'adore les effets d'eau qui coulent avec des espèces de guirlandes lumineuses, vraiment. Mouah. Je peux vous dire que la maquette attire l'œil et elle l'attire de loin. Regardez sur ce plan large de l'allée à quel point elle sort du décor. Mais quel animal est-ce qu'elle représente ? Donc pour commencer, Dacosaurus, le lézard mordeur, est un crocodilomorphe de la fin du Jurassique et du début du Crétacé qu'on a retrouvé un peu partout en Europe de l'Ouest. Donc entre moins 157 et moins 137 millions d'années, il hantait les eaux de la mer de Thétis, même s'il a sûrement pas connu ce cher Romaleosaurus de début de vidéo, vu qu'il s'est écoulé quand même 7 millions d'années entre les deux. Avec une longueur de 4 à 5 mètres de long, ce prédateur devait être une certaine menace pour les ichthyosaures et autres poissons de la période. Donc, parlons maintenant du ptérosaure. À titre personnel, je pense qu'il s'agit d'un Tsongaripterus, ce qui me pose un petit souci. Tsongaripterus n'a pas été retrouvé plus tôt qu'il y a moins 125 millions d'années, ce qui en fait un ptérosaure du Crétacé, mais aussi un animal non contemporain de Dacosaurus, puisque le crocodilomorphe a disparu autour de moins 137 millions d'années. Bon, je vais pas chipoter, d'autant que rien n'indique l'espèce exacte de ptérosaure, même si je trouve la courbure du bec assez spécifique quand même. Pour conclure, c'est vraiment une incroyable maquette qui vous coupera le souffle, ça j'en ai aucun doute. La construction, la composition, les couleurs, tout ça, ça crée un contraste absolument fantastique contre la nuit parisienne, il faut la voir. Et c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Après tout ce temps, je dois dire que ça m'avait manqué. Et quoi de mieux pour recommencer que de partager une super expérience avec vous. D'ailleurs, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir l'exposition. N'hésitez pas, il y a encore pas mal de temps et elle vaut le détour. Je ne vous ai pas tout montré pour que vous ayez un maximum de surprises, donc ne vous en faites pas, il vous reste des tonnes de choses à voir. Maintenant, parlons un peu de l'avenir de la chaîne. J'y ai beaucoup réfléchi pendant ces 2 ans et demi d'absence, et je ne pense pas refaire d'épisodes centrés sur un animal en particulier. C'est un très long travail, il faut compiler beaucoup de papier, et c'est un peu le travail à plein temps des 6 premiers mois d'une thèse, de monter une bibliographie complète pour pouvoir couvrir un sujet. Et si je ne prends pas le temps de faire ça, je risque de passer à côté de plein de choses. Ce que je faisais avant, c'était que je partais de l'article anglais de Wikipédia, souvent plus complet que l'article français, pour voir ses sources. Ensuite, je me procurais les articles et je remontais leurs sources à eux, pour couvrir plus largement le sujet. Et rien que ça, c'est très chronophage de tout trouver et de tout lire. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Déjà, je pense essayer de trouver des sujets plus cadrés pour limiter la quantité de recherche à faire pour le couvrir, sans devoir sacrifier la rigueur scientifique. Parce que oui, je compte continuer à faire de la vulgarisation scientifique propre et au plus près des connaissances actuelles. Ensuite, je compte ouvrir les sujets traités à autre chose que la paléontologie. Je sais, c'est choquant, mais j'ai eu énormément d'idées récemment qui sont de la vulgarisation ou qui traitent de vulgarisation dans leur sujet. Et puis c'est ma chaîne, donc je traite de ce que je veux. Ce qui ne veut pas dire plus de paléontologie du tout, non, mais plus de variété. J'ai d'ailleurs pas abandonné l'idée de finir de couvrir tous les films Jurassic Park / World, mais j'ai aussi d'autres projets. Par exemple, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le sujet de ma prochaine vidéo sera le système des adresses de la Porte des Étoiles. Stargate est une des licences de science-fiction que j'adore, et je réfléchis sur ce sujet depuis des années, donc c'est le moment de tout mettre en vidéo. On va donc parler astronomie, mathématiques, geekerie à l'ancienne et science-fiction, tout un programme. Allez, à la prochaine les paléo-enthousiastes.